Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Figaro Live et sur le Figaro.fr. Alors que la nation rendait hommage à ses fils morts en opération hier dans la cour des Invalides, 4500 militaires français étaient toujours engagés au Sahel. Barkhane est la plus grosse opération extérieure déployée par la France avec des bases dans 5 pays sur une zone grosse comme l'Europe, Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso et Tchad. Alors mise en place en 2014, cette opération fait aujourd'hui face à une nouvelle menace, des groupes terroristes beaucoup plus mobiles avec des frontières poreuses. 5 ans après, où en est l'opération Barkhane? La menace terroriste s'est-elle étendue? L'opération est-elle en train de s'ensabler? Nous attendons vos questions, vos commentaires sur lefigaro.fr. Et puis nous vous posons une question. Pensez-vous que l'engagement de la France au Sahel est utile? Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Nous pensons à tous vos camarades des forces spéciales qui exposent si souvent leur vie et sont venus en nombre pour ce dernier adieu. À tous ceux de l'opération Barkhane, engagés dans les dunes du Sahel, comme à tous vos camarades militaires déployés partout dans le monde, car ce sont les armées tout entières qui, ce jour, sont en deuil. Et nous sommes là pour affirmer avec toute l'énergie que donne la rage de la tristesse que nous ne céderons rien des combats pour lesquels vous vous êtes engagés et avez donné votre vie. Bonjour Arnaud de Lagrange. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, vous dirigez le service étranger. Je signale que vous venez de publier un roman, Le 8e soir, chez Gallimard, qui nous plonge dans l'enfer de Dien Bien Phu il y a 65 ans. Alors nous venons d'entendre le président de la République qui s'exprimait hier dans la cour des Invalides pour rendre hommage aux 2 commandos morts en opération la semaine dernière. On va revenir brièvement sur le déroulement de cette opération qui a eu lieu donc dans la nuit de jeudi à vendredi et qui a permis la libération de 4 otages. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses? En combien de jours déjà est-ce qu'on peut monter une opération pareille? Alors, les coulisses, on a les éléments, moi je n'ai pas d'informations quand même extrêmement privilégiées, hein, loin de là. On a les éléments qui ont été assez précis, qui ont été donnés par le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, à la fois lors d'une conférence de presse, et il a aussi précisé des choses à nos confrères d'RTL hier. Ces genres d'opérations, oui, il l'a dit lui-même, peuvent se mener de manière, peuvent être décidées de manière assez rapide, elles sont en même temps extrêmement complexes à monter. Il a refait un peu le déroulé. En fait, on sait qu'à peu près tout s'est vraiment enclenché le mardi, c'est-à-dire 48 heures avant. Ouais. Où en fait, là, le renseignement était plus précis. On savait que donc que les otages donc étaient, j'allais dire, en migration, enfin étaient emmenés vers le nord. Et ce qui s'est passé, c'est que pour agir, les militaires attendaient une zone qui soit propice à ça, dont la géographie, dont la morphologie soit propice à une intervention de nuit, notamment. Donc, quand c'était une zone très arborée, c'était plus compliqué. Là, ils savaient qu'il y avait une fenêtre, une zone plus désertique. Ouais. L'autre condition était qu'il se pose un moment, c'est-à-dire qu'il y a un bivouac, c'est-à-dire qu'il ne soit pas sans arrêt en mouvement. Donc voilà. Et donc, apparemment, l'amiral Isnard, qui commande le COS, le commandement des opérations spéciales, a donné des informations au chef d'état-major des armées en lui disant, a priori, là, on a une fenêtre. L'inquiétude étant en plus que les groupes après soient emmenés encore plus au nord ou au Mali et que là, on se retrouve avec des opérations beaucoup plus compliquées à mener. Donc, cette fenêtre, après, a été affinée, a dit le général, la veille, l'après-midi, le soir, et en fin d'après-midi, je crois, donc le général Lecointre a appelé Emmanuel Macron, qui était évidemment tenu quand même au courant, et il lui a dit, voilà, nous sommes prêts à mener cette action. Il a demandé le feu vert. Il l'a eu une demi-heure après, sachant que dans ces cas-là, évidemment, le président de la République s'entretient aussi avec son chef d'état-major particulier, qui est en l'occurrence l'amiral Rogel. Donc, ils ont donné le feu vert, et après, eh bien, c'est dans ce type d'opération, évidemment, ce sont les militaires qui mènent l'opération. Il y a vraiment à chaque fois le niveau stratégique qui est décidé par le politique, et après, la mise en œuvre qui est faite par les militaires. Et il faut qu'il y ait évidemment une bonne communication entre les deux. Si on prend des opérations beaucoup plus importantes, comme, je sais pas, moi, si on prend le 6 juin 1944, la décision du débarquement est une décision stratégique et politique. La décision du choix de telle ou telle plage est faite par le commandement militaire. Pour l'action en elle-même après, donc,
là aussi, il a été dit qu'à peu près une vingtaine de commandos ont participé. C'est ce que je voulais vous demander. On Oui. sait combien de militaires, c'est ça? On sait combien de militaires étaient engagés sur. Oui, d'ailleurs, il a donné des. l'opération. Alors évidemment, il n'a pas révélé de grands secrets sur le Ouais. mode opératoire qui pourrait servir à d'éventuels ennemis plus tard. Mais c'est vrai qu'il a donné pas mal de précisions pour une opération engageant des forces spéciales, et notamment le fait qu'il y avait une vingtaine de commandos. Bon, après. Il a dit ça, et peut-être qu'il y en avait 30 ou 40 ou moins, mais non, a priori une vingtaine de commandos sur l'objectif. Mais tout ça nécessite évidemment tout un environnement, à la fois de renseignement, un environnement logistique, médical, des hélicoptères, des avions qui peuvent intervenir, il y avait des points de ravitaillement ou des antennes chirurgicales, puisque les forces spéciales sont basées quand même à Ouagadougou. Donc il y a quand même ce que les militaires appellent une élongation, si vous voulez, de la chaîne, donc il faut quand même intervenir plus loin. Donc ça concernait à peu près 200 personnes au total engagées sur l'opération. Alors, vous mentionnez justement la transparence. C'est nouveau de donner autant de détails quand on raconte une opération comme celle-ci? C'est vrai que quelquefois, oui, c'est nouveau. Il y a déjà eu des opérations qui ont été décrites de manière précise. Pour des opérations de force spéciale, là, le général Lecointre a été assez ouvert dans la manière de la raconter. En même temps, quand on regarde, il nous révèle, oui, il nous dit qu'il y a des drones qui survolaient l'objectif. On le sait, enfin tout le monde le sait que les drones aujourd'hui sont absolument indispensables pour le renseignement. Il ne nous dit pas après si le renseignement est venu aussi des Américains, de ceci. Il ne nous dit pas quels moyens techniques ont été employés, quelles techniques. Voilà. Il raconte un peu le déroulé de l'action. Il nous dit qu'en fait, les hommes ont fait une longue infiltration donc à pied pour arriver sans bruit près de l'objectif. Après, ils avaient 200 mètres à faire à découvert, là qui était la phase critique, évidemment. Ils ont réussi à la faire de manière, réussi sans se faire déceler, sauf à 10 mètres de l'objectif. Et c'est là que malheureusement, donc évidemment, une des sentinelles, enfin un des gardiens, a ouvert le feu. Et je pense que s'il y a eu aussi cette transparence, c'est qu'en fait, des opérations de ce type, il y en a sans arrêt. Il l'a dit d'ailleurs de manière quasi hebdomadaire, mais plus pour aller détruire une cache d'armes ou pour aller neutraliser ou capturer un chef djihadiste. Et là, en général, il peut y avoir des pertes d'ailleurs, et on n'en parle pas. Là, la médiatisation, évidemment, après, on peut en débattre ou pas de savoir si c'est bien. Moi, je ne rentre pas là-dedans, mais la médiatisation, évidemment, est suscitée par le fait qu'il y ait eu 2 otages, deux otages, on pensait qu'il y en avait 2, et même 4 otages libérés, ce qui a créé ce contexte, évidemment, un peu particulier. Mais comme vous dites, c'était une opération finalement assez courante pour ces militaires du commando Hubert. C'est-à-dire, des libérations d'otages, ils n'en font pas forcément tout le temps, mais ils en ont déjà fait, ils en ont fait en Somalie, ils en ont fait ailleurs. Mais oui, des raids commando de ce type-là, ils maîtrisent assez bien leur sujet. Après, ce que disait le Figaro publie dans quelques jours un MOOC, enfin un numéro hors série sur les grandes opérations commando qui ont marqué l'histoire. Et on a une interview exclusive du général Puga, qui a commandé les opérations spéciales, qui a été chef d'état-major particulier, et qui nous raconte tout ça. Et il le dit, ce n'est pas une science exacte, tout ça. Et à la fin, l'affrontement reste le choc de 2 volontés, et même le meilleur commando du monde, s'il se trouve devant l'axe de tir de quelqu'un d'autre, eh bien, il va mourir. C'est pour ça qu'en fait, les compétences et les savoir-faire de ces hommes sont immenses. Et après, il y a évidemment le grand mystère de l'action qui, encore une fois, ne peut être totalement maîtrisé. Alors, je voudrais vous faire réagir à une déclaration du président de la République. C'était hier, lors de l'hommage justement rendu dans la cour des Invalides au commando. On l'écoute et puis on réagit. La France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances, et fût-ce à l'autre bout de la planète. Ceux qui attaquent un Français doivent savoir que jamais notre pays ne plie, que toujours, ils trouveront notre armée, ses unités d'élite, nos alliés, sur leur chemin. Arnaud de Lagrange, je voudrais vous faire réagir, je voudrais vous demander justement, est-ce qu'en matière de récupération des otages, la doctrine a changé ? Je ne sais pas si elle a changé de toute manière. C'est toujours très compliqué ces affaires. Et puis il y a les doctrines officielles. Et puis ce qui se passe exactement sur le terrain. Évidemment qu'il y a une fermeté très clairement affichée. On l'a vu ces dernières années sur un certain nombre d'opérations, de ne pas négocier et d'aller plutôt chercher les otages par la force en montant des opérations. Alors d'ailleurs. Le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, a bien resitué ça. Il dit, mais le but, c'est évidemment de sauver des vies, sauver des otages, mais
à part égale, c'est d'envoyer un signal aux djihadistes, aux terroristes, en leur montrant qu'on ne en les affaiblissant, en leur montrant qu'on ne les laisse pas, si vous voulez, parce que finalement les otages aussi ont une valeur marchande, donc finalement on les attaque dans leur logistique. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Après, certainement qu'il y a dans beaucoup d'affaires d'otages, il y a quand même des négociations avec des intermédiaires et qu'il y ait aussi de l'argent qui circule. On le sait dans un certain nombre de cas, ça arrive. Alors la doctrine officielle, souvent, est de dire mais le gouvernement n'a rien à voir là-dedans, donc ce sont toujours des intermédiaires, des pays étrangers, ou les entreprises, par exemple, auxquelles appartiennent les personnes qui sont impliquées. Je pense que tout ça est très complexe, et d'ailleurs l'un n'exclut pas l'autre. Il peut y avoir sur certaines prises d'otages des négociations, des choses qui sont engagées, et une action de force qui est menée à la fin. Là, je crois que la vérité des choses, encore une fois, est compliquée à savoir sur un certain nombre de cas. On rentre dans un monde quand même de l'ombre et de l'action, j'allais dire, diplomatique ou militaire clandestine, donc les choses ne sont pas simples. Mais en tout cas, elles ne peuvent pas être vues, je pense, de manière trop simpliste et manichéenne. Alors, on va se recentrer un petit peu sur l'opération Barkhane. Le temps file. La France, donc je le disais, engage son armée au Sahel depuis près de 5 ans. Donc on disait 4500 hommes, 500 véhicules blindés, des avions de chasse, des hélicoptères. Donc c'est la plus grosse opération extérieure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Arnaud de Lagrange, son objectif initial ? L'objectif initial, de toute manière, c'était de se déployer, faire une espèce de rempart face à l'extrême nord, là où était venue la menace djihadiste. Mais tout ça, Antoine Glaser, je pense, nous en parlera mieux tout à l'heure, il connaît ça. Évidemment, la menace djihadiste ayant évolué, on le voit bien d'ailleurs que l'armée française, le centre du Mali, est devenu à nouveau, devient l'épicentre du problème. Donc l'armée française s'est adaptée à tout ça et s'adapte en permanence en créant de nouvelles implantations ou de nouveaux déploiements. 4500 hommes, c'est à la fois beaucoup et à la fois c'est dérisoire. On parle, je pense, d'une zone sur 5 pays qui est à peu près équivalente à la taille de l'Europe. Oui, donc c'est quand même très compliqué. Le gros problème, en fait, c'est que les Français sont quand même un peu seuls là-dedans, sans parler de la légitimité ou de l'opportunité ou pas de cette opération. En tout cas, à partir du moment où elle est menée, ils sont un peu seuls. L'idée, c'était évidemment de passer le relais aux armées nationales, aux armées sahéliennes. Et là, on voit que 6 ans après, ça reste toujours extrêmement compliqué. Il y a ce G5 Sahel avec cette réunion des armées locales, enfin nationales, pour le moment, qui ne sont quand même pas vraiment opérationnelles, et avec des situations d'ailleurs différentes au sein de chaque pays. On voit bien que l'armée, si on prend le Mali, juste le Mali, l'armée malienne, qui est plutôt composée d'éléments du Sud, est presque vue comme une armée d'occupation dans le Nord, comme peuvent l'être vus aussi les Français par certaines populations. Donc, c'est extrêmement complexe. La réponse, pour moi, est essentiellement militaire, donc on peut évidemment déplorer que le volet politique n'avance pas plus. En même temps, il est évidemment extrêmement compliqué à développer. Donc on est loin d'une stabilisation dans cette zone. Est-ce que selon vous, on peut quand même la gagner, cette guerre, ou c'est totalement perdu d'avance ? Ça dépend des objectifs. Je pense que déjà, on la gagne un peu tous les jours, dans le sens où, évidemment, on a l'impression que la situation ne s'arrange pas, et même empire à certains moments. Il y a une dégradation. Il y a aussi, on l'a vu maintenant, il y a des logiques, des attaques djihadistes créent ou, si vous voulez, réveillent des antagonismes intercommunautaires. Il y a eu des massacres, que ce soit au Burkina ou au Mali, qui sont assez inquiétants, évidemment. Donc, c'est très compliqué. En même temps, en déstabilisant quand même les groupes armés et en les empêchant de trop s'implanter, notamment au sein d'un certain nombre de populations, eh bien, évidemment qu'il y a quand même des gains qui les empêchent. Enfin, on peut penser qu'il y a un gain de sécurité à la fois sur le plan local quand même, et puis même sur la possibilité de création de fiefs avec des djihadistes qui peuvent après nous frapper en Europe. Donc ça dépend un peu, encore une fois, où on situe le curseur de la victoire et du gain. Merci beaucoup Arnaud de Lagrange pour cet entretien. Nous recevons maintenant, dans la deuxième partie de cette émission, un grand spécialiste de l'Afrique. Bonjour Antoine Glaser, merci infiniment de venir sur ce plateau. Vous êtes journaliste et écrivain, co-auteur de Nos chers espions en Afrique, chez Fayard, paru chez Fayard. Est-ce que l'on sait déjà qui étaient les preneurs des 4 otages libérés vendredi dernier ? Alors on ne sait pas exactement qui les a enlevés dans ce parc de la Pandjari au nord du Bénin.
On sait seulement, parce que c'est assez rare, mais que le chef d'état-major de l'armée française en tout cas, a donné la destination où il devait être un peu bunkérisé. Il a parlé de Katiba du Massina. C'est en fait au centre du Mali. Il y a un front de libération du Massina, essentiellement avec des gens d'ethnie Peul, avec un chef prédicateur, un chef militaire qui s'appelle Amadou Koufa. Et ce que craignait en fait l'armée française et la France, c'est que ces otages, une fois qu'ils sont dans cette zone qui est actuellement qui n'est pas simplement incontrôlable par l'armée française, mais aussi l'État malien. Donc il craignait qu'ils soient bunkérisés dans cette zone et qu'à partir de là, vous ayez un certain nombre d'actions de propagande contre la France et les Français, d'autant que ce monsieur Amadou Koufa a déjà fait des déclarations en appelant l'ensemble des Peuls, qui représentent 40 millions excusez-moi, de Peuls depuis la Guinée jusqu'à Centrafrique. Donc il y avait une vraie inquiétude de savoir précisément au niveau de l'opération. Franchement, on n'en sait rien. Il y a eu des supputations. On a parlé de l'État islamique du Grand Sahara, qu'au nord du Bénin, c'était un autre groupe qui était plus proche de Al-Baghdadi, qui était plus proche finalement des gens, des prédicateurs du Proche et du Moyen-Orient. Très honnêtement, on ne sait pas exactement encore. En tout cas, moi, je ne le sais pas et personne en dehors des renseignements le sait. Mais le fait de dire que la France finalement est intervenue au nord du Burkina Faso, parce qu'ils allaient passer au centre du Mali, de désigner cette Katiba du Massina, ça veut dire qu'il y a une vraie inquiétude française par rapport à cette Katiba. Et alors, plus largement, quand on parle de djihadistes dans cette région-là, on parle de qui, justement? Est-ce que vous pouvez être Al-Qaïda, l'État islamique? En fait, c'est qu'il y a quand même maintenant, dans toute cette région, une sorte de fédération de ces groupes islamistes. Ça veut dire qu'ils se sont fédérés. Vous avez un Touareg qui s'appelle Yad Ali, qui est au nord, qui avait créé Ansardine, qui était un indépendantiste que tout le monde connaissait, est un homme politique du malien, et lui qui a fédéré finalement des Peuls de cette Katiba du Massina du centre du Mali et les anciens de Al-Qaïda du Maghreb islamiste, des Algériens. Donc vous avez des Algériens, des Touaregs, des Peuls, ça veut dire que vous avez maintenant une fédération, ils sont apparus tous ensemble à un moment donné et ils ont dit voilà, maintenant on travaille ensemble. C'est ce qui inquiète finalement l'armée française, c'est que c'est pas du tout, pendant très longtemps on oppose les uns et les autres et on s'aperçoit qu'ils se territorialisent. Ça veut dire à partir du moment où ils s'installent, vous avez le Mali, vous avez maintenant le Burkina Faso qui est devenu une sorte de maillon faible. Donc quand vous regardez une carte, vous voyez le nord du Burkina Faso, vous voyez le centre du Mali, et vous voyez bien qu'ils se territorialisent. Ça veut dire moins les États sont présents, moins les États assurent leur souveraineté régalienne, police, sécurité dans cette région, plus l'opération Barkhane est hors sol par rapport aux réalités politiques, sociales, économiques du terrain, et plus ça devient compliqué pour la France. Comme déjà dit Arnaud Lagrange, je veux dire, il faut quand même réaliser 4500 soldats sur 5 millions de kilomètres carrés. En Afghanistan, vous aviez 100 000 soldats américains. Justement, je voudrais vous faire réagir à une déclaration du chef d'état-major des armées. C'était en mars dernier, on l'écoute. On a observé une dégradation de la situation au Burkina Faso qui est de nature à nous inquiéter parce que, même s'il faut se méfier des raccourcis, elle nous donne l'indication d'une contagion vers le sud de ce mouvement djihadiste qui n'est pas de nature à nous rassurer. Voilà. Alors, le chef d'état-major des armées le dit, ces groupes terroristes s'enracinent dans un territoire qui est de plus en plus vaste. Alors, vous partagez cette inquiétude? Ils s'enracinent sur un territoire qui, on vient de le dire, là où les États ne sont plus présents. Il ne faut pas les voir comme simplement des chefs militaires, parce qu'avec leur apparence et tout, ce sont souvent des prédicateurs comme Amadou Koufa, ce sont des gens qui ne sont pas du tout isolés, ce sont des gens qui sont dans des villages, ça veut dire qu'ils peuvent exercer la justice, ils peuvent exercer le foncier, ils peuvent décider qui a les terres, ils décident du trafic dans toute la région. Ils remplacent l'État là où l'État n'est plus. Ils remplacent l'État là où l'État n'est pas. Et en même temps, c'est vrai que la tendance actuellement, c'est se bunkériser finalement dans le centre de ces pays et faire des actions d'enlèvement d'otages, comme ce qui s'était passé au nord du Bénin. Ça veut dire dans les États côtiers, là où vous avez le plus d'Occidentaux. Vous avez eu en mars 2016 une attaque contre Grand Bassam en Côte d'Ivoire, dans un complexe hôtelier, il y a eu 19 morts. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le village
Gaulois de la France en Afrique. Donc vous voyez, les types descendent. En Côte d'Ivoire, vous avez le 43e BIMA, vous avez 1000 soldats français. Donc vous voyez, vous avez des capacités, ils ont des capacités. Donc l'idée, c'est de stratégie politique, territorialiser, s'installer là où l'État est absent dans ces pays. Ils ont l'aval des populations ? Ah, oui, c'est-à-dire, pareil, on ne se rend pas compte, mais quand vous avez vos enfants, je veux dire, bien sûr, ils ont l'aval des populations, c'est-à-dire, en fait, ces chefs prédicateurs ou autres, ils utilisent les conflits intercommunautaires, par exemple au Mali, entre les éleveurs qui sont avec Peul, avec Amadou Koufa, du Front de Libération du Massina, contre les Dogons, qui sont des agriculteurs, et donc, eux, ils instrumentalisent les conflits interethniques, et c'est ce qui inquiète beaucoup Barkhane. Barkhane, normalement, l'armée française ne voulait absolument pas être au centre du Mali. Il commence à Gossi à s'installer. Mais il y a un vrai danger de se retrouver dans des conflits intercommunautaires et aussi, bien évidemment, des sentiments anti-français. En disant, parce qu'à un moment donné, si vous vous mettez dans un conflit intercommunautaire, déjà, l'ensemble des Maliens, un certain nombre d'entre eux, quand vous avez des amis Mambara, franchement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, même des militaires maliens, nous, on s'en fout des djihadistes que poursuivent les militaires français. Nous, notre problème, c'est les Touaregs du Nord, parce qu'on n'arrive pas à récupérer le Nord, parce que les Français protègent les Touaregs. C'est-à-dire la France peut se retrouver dans des conflits intercommunautaires ethniques, et l'opération Barkhane, qui a un objectif précis de lutte antiterroriste, si vous n'avez pas un soubassement politique, social, économique, les types y recrutent, et bien évidemment, quand les écoles, et puis vous savez, il y a les associations de bienfaisance aussi, on en parle peu, mais vous avez aussi les associations de bienfaisance qui sont bien sûr pas des terroristes, mais avec de wahhabisme ou autre, ça veut dire vous avez une sorte de... C'est le 19e siècle qui revient dans toute cette région. Ça veut dire, vous savez, le 19e siècle... L'influence du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. Le Qatar et l'Arabie Saoudite sont en conflit. Vous avez Qatar et Turquie d'un côté, l'Arabie Saoudite de l'autre. Dans des pays comme Djibouti ou la Libye, ils sont en conflit frontal. Et ils financent les milices des uns et des autres. Donc quand vous avez ça sur un terrain qui est déjà un terrain où il y a déjà plus d'occidentaux. Parce que ce qui est inquiétant quand vous avez un enlèvement comme ça, c'est que tout le monde dit « ouais, les touristes n'auraient pas dû aller là-bas ». Mais le drame, en dehors des touristes, vous avez des entreprises, vous avez des ONG. Donc la stratégie politique de ces djihadistes, c'est de faire fuir tous les Occidentaux de la Mauritanie au Tchad, et puis de temps en temps d'aller chercher des otages. Et quand vous n'avez plus d'Occidentaux, il y a de moins en moins de business, il y a de moins en moins de gens. Donc après, il y aura une pression migratoire, bien sûr, beaucoup plus importante, parce qu'il n'y a pas de boulot. Et donc, c'est très important de comprendre que de déserter cette région, ce n'est pas la solution. Mais comment se fait-il, comment vous expliquez, vous, Antoine Glaser, que les autorités maliennes n'arrivent toujours pas à faire le ménage? Parce que les autorités maliennes, d'abord, il y a une mauvaise gouvernance, il y a des tas de problèmes entre eux. Et quand on dit faire le ménage, je veux dire, il faut gérer. Il y a eu aussi le problème de l'ensemble du Nord. Et la tendance générale, c'est plutôt à cette désintégration de ces pays. Il n'y a pas une vraie volonté non plus. Et puis, il y a des réalités aussi historiques. Je veux dire, la France, de 1960 à 90, a assuré la sécurité en toute cette région. La France était avec un système intégré qu'on appelait la France-Afrique, au niveau politique, militaire, financier, assurait aussi une sorte de stabilité dans la région. Vous ne passez pas comme ça. Tout le monde a vu la chute du mur de Berlin et de la guerre froide avec la réunification de l'Allemagne, mais personne ne voit la mondialisation de l'Afrique. Et surtout, les Français sont devenus une cible dans toute cette zone. Mais personne ne s'intéresse. Les Chinois, ils n'ont aucun problème. Je veux dire, quand vous avez des Turcs, le problème aussi, c'est que c'est vrai que sur le marché du 440 des otages, les Français sont au top. Et donc, c'est aussi un vrai problème pour la France, parce que la présence de l'armée française dans toute cette région, ça sert vraiment de cache-misère à une présence française globalement déshérence en Afrique, parce que plus personne ne va y aller. Par contre, je peux vous dire que la mondialisation de l'Afrique, quand vous êtes à Abidjan, vous êtes même dans des groupes hôteliers français, le matin, vous entendez parler, il y a des Sud-Coréens, des Espagnols, et même l'Allemagne est en train aussi de passer au niveau du business devant la France en Afrique. Sauf que les 850 soldats allemands, eux, ils sont dans la mission des Nations Unies, ce qui soulage la France au niveau matériel et autres, la MINUSMA. Ouais, on l'a dit justement, on l'a dit répété tout au long de cette émission, ça fait plus de 6 ans, plus de 5 ans que la France est engagée au Sahel. Et à en croire le président de la République, nos armées ne sont pas prêtes de rentrer. Pour ce qui est de l'opération Barkhane, elle ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terrorisme islamiste dans la région et où la souveraineté pleine et entière des États du Sahel sera restaurée. Pas avant, parce que décider de s'arrêter avant que justement l'ensemble de ces groupements
et de ces terroristes soient éradiqués, c'est créer les conditions d'une reprise dans quelques années. Antoine Glaser, est-ce qu'on peut parler donc d'enlisement de la Moi, France je suis un journaliste de base, donc je ne suis pas un stratège expert et autres. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre de généraux français qui considèrent que peut-être qu'il faut redimensionner l'opération Barkhane ou revoir l'opération Barkhane. Vous aviez, je crois que c'était d'ailleurs dans les pages du Figaro, vous avez le général Didier Casse, qui était un sous-directeur des opérations, lui a dit peut-être qu'il aurait fallu, après l'opération Serval, qui était justifiée pour empêcher finalement les djihadistes de s'installer au nord du Mali. Moi, je ne pense jamais Serval, c'était en 2013. C'était en 2013. Et vous avez l'opération Serval, ça veut dire en 2013, la France a intervenu sous François Hollande pour pas qu'ils s'installent, les djihadistes, au nord du Mali pour créer un califat et appliquer la charia. Ça, c'est une chose. Il y a eu ensuite Barkhane. Mais il y a un certain nombre, comme ce général, Didier Casse, qui dit peut-être qu'il aurait fallu maintenir les opérations spéciales qui sont le commando, qui sont Sabre, qui sont au Burkina Faso, ceux qui sont morts et qui ont été libérés, les otages, peut-être pour faire la lutte anti-djihadiste, avoir comme ça des groupes secrets à un certain nombre d'endroits qui continuent la lutte antiterroriste, mais pas cette opération Barkhane dont l'état-major est au Tchad. Et donc, il s'est redimensionné. À part ça, moi, je ne suis pas... Franchement, on ne sait pas la moitié de ce qui se passe, mais c'est vrai que... Puis, je veux dire, il faut aussi parler clairement pour la France. Son poste de Conseil de sécurité aux Nations Unies, elle le doit à quoi? Elle le doit au fait d'être une puissance nucléaire, elle le doit aussi au fait de son armée qui est en Afrique. Imaginez si pourquoi la France arrive à préserver son poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix aux Nations Unies? C'est pour sa présence militaire en Afrique. Je veux dire, donc il y a aussi il y a le terrain, il y a les résultats, mais il y a aussi la diplomatie d'influence de la France. Et la diplomatie d'influence de la France, franchement, c'est une puissance économique, mais de plus en plus, on voit bien par rapport à cette mondialisation et à la Chine, la Russie et autres, la France, c'est encore d'être une puissance africaine. Merci beaucoup Antoine Glaser pour cet entretien. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Pour cette deuxième partie donc, de l'émission, nous accueillons Jean-Baptiste Semerjian. Bonjour à tous. Merci Jean-Baptiste d'être là. Journaliste aux réseaux sociaux du Figaro. Alors Jean-Baptiste, quelles sont les réactions des internautes? Alors il y a pas mal de réactions. Le hashtag c'est bien sûr Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Une première réaction. Première question, c'est plutôt différentes réactions, je vous l'ai dit. Y a-t-il d'autres pays qui auraient pu intervenir lors de cette opération? Première question. Qui est présent dans cette région? Deuxième question. Des questions de John Sacha, donc qui vient d'expliquer. Et le COM qui demande est-ce que l'Europe n'aurait pas pu s'impliquer aussi? Et le COM rajoute et l'ONU alors, où est-elle? Alors, Arnaud de Lagrange. Voilà, beaucoup de questions pour Arnaud. Non, alors, des pays d'abord qui ont cette capacité de mener des opérations de cette ampleur, du maire général, où que ce soit, qui maîtrisent complètement ces techniques, il n'y en a pas 36, et surtout, comme l'a rappelé Antoine Glaser, des pays qui sont capables, dans cette région, en Afrique du maire général, et notamment dans la région sahélienne, d'intervenir, il n'y en a pas 36. Dans cette opération, on suppose que les Américains qui sont présents en termes de renseignement ont dû donner des informations à la France, qu'ils ont des moyens puissants. Mais par ailleurs, non, on ne voit pas qui d'autre aurait pu nous épauler. Après, sur l'opération Barkhane, de manière plus générale, on pourrait se dire en effet que l'implication des pays européens pourrait être plus importante. Alors, il y a eu d'une manière générale au Sahel une aide qui était plus la fourniture d'éléments, par exemple, sanitaires ou logistiques, hélicoptères, etc. Mais en termes de combat, la France se retrouve un peu seule de ce point de vue-là, ça c'est clair. Après, l'ONU est présente, je crois que c'est à peu près 10 000 hommes, et qui certainement font ce qu'ils peuvent, mais dont l'efficacité n'est peut-être pas à la hauteur des effectifs déployés. C'est toujours extrêmement compliqué, de toute manière. Ils n'ont pas les mêmes règles d'engagement. Voilà. La mission, la MINUSMA, c'est les opérations de maintien de la paix. Donc la mission des Nations Unies. Voilà, des Nations Unies. Et c'est vrai que les règles d'engagement, par exemple des Allemands, il n'y a pas un soldat allemand qui peut aller sur le terrain dans le Sahel sans que le Bundestag, ça veut dire sans que le Parlement allemand le décide. Alors qu'en France, c'est le président c'est Jupiter, comme on dit, qui décide de tout. Donc, quand François Hollande, une fois l'opération Serval, il décide ça dans sa tête une fois qu'il a les remontées du commandement militaire, il peut décider immédiatement. Pour les autres pays, il faut qu'il y ait un débat au Parlement, etc. Donc les Allemands vont accepter
qu'il y ait 850 soldats, mais uniquement dans la mission des Nations Unies. Voilà. Ça veut dire pas des engagements. Pas des missions de combat. Ouais. En plus, quand vous discutez avec des militaires français, ils vous disent « nous, on travaille avec des bouts de ficelle ». Je veux dire, les Allemands, eux, ils ont les règles OTAN. Ça veut dire quand il y a 2 soldats allemands qui sont là, il y en a 4 qui sont là pour le protéger. Et puis dans des conditions aussi. Mais pour la France, ce qui est important, c'est que les Allemands ont mis à la disposition dans la mission des Nations Unies du matériel, parce que, je veux dire, les hélicos et autres, du matériel flambant neuf allemand, et c'était très important, parce que sinon, il y avait très peu. La mission des Nations Unies, il n'y avait pas suffisamment de matériel. Alors après, pardon, il y a juste une question. Oui. Il y a évidemment le soutien qui peut être en hommes et le soutien militaire, mais il y a aussi le soutien financier. Et là, c'est vrai qu'autant la France paye le prix du sang, et on l'a vu encore avec ces 2 commandos tués, on pourrait se dire que par contre, le fardeau financier pourrait être, de la part des pays européens, il pourrait donner un coup de main un peu supérieur. C'est un autre débat. Antoine Glaser, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure. La France, elle est vue comme une force d'occupation au Sahel ? Elle risque à terme, oui, parce que si vous avez comme l'État malien, évidemment, dit qu'il y a des relations avec la France, etc. Mais imaginez, on peut extrapoler. Imaginons par exemple que demain, vous avez un gouvernement au Mali qui décide de négocier avec le chef Touareg Iyad Ali, qui est de 2 côtés. Il est en même temps en Algérie et en même temps du côté du nord du Mali. Eh ben, je veux dire, parce qu'il y a déjà des chefs religieux maliens qui ont demandé au président Ibrahim Boubacar Keïta de commencer à négocier. Du coup, au bout d'un moment, la France risque de se retrouver comme ça à revers. Et il y a toute une partie de Homer Arnaud de Lagrange, j'en ai un peu parlé, du sud du Mali, qui aussi est très critique, les gens qui sont à Bamako, par rapport à l'attitude de la France vis-à-vis des Touaregs dans le nord, parce que c'est vrai que la France a toujours utilisé les Touaregs pour le renseignement, et puis les méharistes, parce qu'ils connaissent bien la région, a toujours un peu travaillé avec, avant c'était avec le MNLA, maintenant le mouvement national de libération de l'Azawad, parce qu'ils voulaient l'indépendance, maintenant c'est un autre groupe. Mais donc la France a sa propre stratégie aussi par rapport à l'armée française, n'épouse pas complètement la stratégie du gouvernement malien. Donc il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Ouais. Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des internautes ? Oui, c'est Philippe qui pose une question. Est-ce que l'armée malienne ou alors du Burkina n'aurait pas pu épauler ou n'épaulerait pas déjà la France sur certaines actions, sur certaines activités ? Non, l'armée malienne, c'est un pays où il y a eu un coup d'État. Je veux dire... encore une fois, une armée, ça ne se forme pas comme ça. À partir du moment où il y a une mauvaise gouvernance, pourquoi vous allez demander à des soldats maliens de base, s'ils voient qu'il y a une corruption de leurs officiers et que les généraux ils restent à Bamako, pourquoi est-ce qu'ils vont aller monter au front ? C'est des pays aussi où nous, on a un sens du nationalisme et de l'unité nationale qui n'existe pas forcément dans ces pays où chacun essaye de survivre avec son clan, sa famille, son ethnie. Donc, quand vous avez des problèmes, vous avez il y a aussi le problème de pourquoi le drapeau malien, qui va aller se battre pour le drapeau malien s'il y a une mauvaise gouvernance et s'il y a un certain nombre de problèmes et si vos enfants ne peuvent pas aller ni à l'école ni être soignés. Arnaud de Lagrange, est-ce qu'on ne se trompe finalement pas de guerre ? Parce que les djihadistes maliens, les djihadistes qui sont présents de manière générale au Sahel, ils n'ont pas attaqué la France récemment. Est-ce que finalement le vrai problème, vous l'avez un peu abordé, c'est pas les conflits entre les différentes communautés qui sont sur ce territoire-là ? En fait, il y a beaucoup de choses mêlées. Il y a évidemment d'ailleurs Antoine Glaser l'a bien dit, de toute manière, ces djihadistes jouent de tensions locales, intercommunautaires, mais c'est le cas en général un peu partout. Après, ces conflits dits périphériques, j'allais dire, en tout cas, si on considère par rapport à nous, regardez le débat qu'il y a eu en Afghanistan avant la mort de Massoud. Je ne dis pas qu'il faut intervenir partout et de manière indiscriminée, mais on se disait, après tout, c'est pas très grave, que l'Afghanistan, qu'elle soit la chienlit, qu'elle soit livrée au seigneur de la guerre, qu'Al-Qaïda soit sanctuarisé, etc. Il a fallu la mort de Massoud et puis après les attentats donc de New York, pour qu'on se dise que quand on laissait quand même une zone grise comme ça se développer et des djihadistes se sanctuariser, on pouvait avoir un retour de manivelle. On l'a vu aussi, les attentats en France ou en Europe qui ont pu être planifiés du côté de Raqqa ou de Mossoul. Donc, dire que ces djihadistes ne peuvent pas être menaçants pour nous, ce n'est pas forcément... en effet,
directement, même s'il peut y avoir des flux. Antoine Glaser l'a aussi dit, si cette région, le but de ces gens-là, c'est de faire fuir, de faire fuir toute présence occidentale et puis aussi de créer une espèce de climat finalement, pas forcément de chaos, mais en tout cas de non-installation de l'État, etc., pour pouvoir prospérer là-dessus. Ça crée quand même, évidemment, une région, un désastre. Ce sont des régions déjà qui, on ne peut pas dire, soient très développées, mais qui, du coup, ne peuvent absolument pas décoller économiquement, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir, ça a été dit, en termes de migration, mais aussi certainement en termes de terrorisme. Donc je pense qu'on a l'impression peut-être qu'on n'est pas si concerné que ça, et en même temps, je crois que dans un monde extrêmement interdépendant, on ne peut pas non plus se dire qu'on se retire de ces régions et qu'on laisse toute une partie de l'Afrique hors des radars et de nos projecteurs. Moi, je sous-entendais par là que tant qu'on n'aura pas réglé la question entre les peuls nomades, entre les agriculteurs qui sont sédentaires, etc., on aura beau être présent. Honnêtement, c'est leur problème. C'est moi, ce qui me gêne, évidemment, en tant qu'africaniste, c'est qu'on parle toujours de la France, de l'Afrique, mais il faut aussi mettre les États africains devant leurs responsabilités. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron s'est rendu la première fois au Mali, ça paraissait humiliant, mais c'était important. Il est allé à Gao et il a dit carrément, moi, voilà, je suis comptable des morts des soldats français sur votre territoire. Il a dit au président Ibrahim Boubacar Keïta, malien, que chacun prenne ses responsabilités. Puis il y a des choses dont on ne parle pas. Il y a un grand acteur masqué de la région qui est l'Algérie. Très franchement, si l'Algérie et le Maroc n'étaient pas toujours en conflit sur le problème du Sahara occidental, est-ce que ça ne serait pas plutôt à eux de s'occuper de leurs voisins plutôt qu'à la France ? Donc si on veut sortir de cet anachronisme historique, il y a aussi le problème aussi de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie voit favorablement, parce que c'est l'Algérie qui a aussi un rôle avec l'accord d'Alger au nord du pays, c'est-à-dire il est prévu, l'accord d'Alger, une sorte de décentralisation pour le nord, où il y a les Touaregs et autres, et c'est les Algériens qui sont en train de négocier avec l'État malien. C'est-à-dire c'est l'État malien est en train de négocier avec ces Touaregs sous l'égide de l'Algérie. Mais est-ce que l'Algérie tient vraiment, ça ne l'inquiète pas d'avoir une sorte d'autonomie comme ça de Touareg à sa frontière nord ? Je veux dire, tout ça est question. Et puis, qu'est-ce que sera l'Algérie demain ? Qui sait ce que sera l'Algérie demain et l'impact que ça va avoir sur le Mali ? Donc, c'est des questions. Mais encore une fois, c'est le problème des Africains. C'est le problème des Africains. Jean-Baptiste Emergent, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse à la question qu'on posait aux Pas encore. internautes ? Pas encore. On vous demandait, chers internautes, pensez-vous que l'engagement de la France au Sahel est utile ? Sur Twitter. J'avais une dernière question justement pour attendre que j'arrive à cette question. C'était Sophie Petronin. Et Sophie Petronin, et alors, où en est-elle ? Est-elle toujours otage ? On ne reçoit que quelques photos. C'est étrange selon John. Et Morissette demande carrément si elle n'est pas prisonnière d'un État ou d'une entité extérieure. On rappelle juste Sophie Petronin, la médecin humanitaire, enlevée à Gao. En décembre 2016. Alors, le chef d'état-major des armées, François Lecointre, a dit hier, je n'ai pas d'informations, nous ne savons pas. Bon. C'est ce qu'il a dit officiellement. Après, je ne sais pas si on a d'autres indices par ailleurs. Mais... À mon avis, ce n'est pas possible. Contrairement à ce qu'on imagine, le désert, un certain nombre de gens ils savent très bien ce qui s'y passe en dehors des drones et par du renseignement humain. Simplement, c'est vrai qu'apparemment, l'alerte n'a pas été donnée quand elle a été enlevée. Autant pour les 2 touristes au Bénin, ça a été très rapide. Autant là, pour Sophie Petronin, d'après ce qu'on peut savoir, évidemment, une fois qu'elle est enlevée, qu'elle passe d'un groupe à un autre ou qu'elle est à un endroit, l'intervention est plus difficile. Apparemment, son fils reproche au Quai d'Orsay de ne pas accepter les négociations des ravisseurs. Le Quai d'Orsay lui répond « Oui, mais vous faites instrumentaliser par les ravisseurs ». Ce qui signifie bien que l'État français sait bien ce qui se passe, les négociations et ce qu'il y a exactement. Mais ça rejoint ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est pour ça que l'opération a été menée aussi rapidement. Plus vous agissez tôt, moins vous avez d'intermédiaires, moins vous avez de chances que les otages soient cédés, revendus. Enfin, plus le temps passe, plus c'est complexe. C'est bon pour la question de Twitter. Donc la question que nous avions posée sur Figaro Live était « Pensez-vous que l'engagement de la France au Sahel est utile ?» Et vous êtes exactement 50% et 50% à dire oui et non. Donc les avis ne sont pas vraiment tranchés. Non, parfois c'est très tranché. Parfois c'est très tranché. Là, c'est très c'est intéressant que ça soit... nous avons 149 votants, 50-50. C'est un sujet... Ce qui montre bien, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un vrai débat au Parlement. Mais ça montre bien que la situation est quand même extrêmement complexe
Et que difficile de se faire une idée. Difficile de se faire une idée que l'on soit, encore une fois, le citoyen, j'allais dire, comme nous, le citoyen moyen, ou le décideur politique ou militaire, c'est très compliqué. Merci infiniment pour votre participation. Merci Antoine Glaser. Merci Arnaud de Lagrange pour vos éclairages respectifs sur l'engagement de la France au Sahel. Dans quelques minutes, vous retrouvez le talk politique. Yves Tréhard recevra aujourd'hui Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. À très vite sur lefigaro.fr.